France Info. Bonsoir et bienvenue sur France Info, à la radio et à la télé sur le canal 16 de la TNT. À la une, ce soir, débat autour de l'immigration économique, moins de régularisation en France l'an dernier, quand l'Espagne en annonce 500 000 à venir. Pourquoi ces différences d'une autre politique chez nous est-elle possible? On en parle dans un instant. Que vont faire les États-Unis en Iran, frapper militairement ou bien discuter? Toutes les options sont sur le bureau de Donald Trump, alors que le nombre de victimes de la répression en Iran se compte désormais en dizaines de milliers d'après plusieurs ONG. Et puis quand des créateurs de contenu sur Internet se lancent dans la traque de pédophiles présumés en les piégeant grâce à l'intelligence artificielle, lanceurs d'alerte ou perturbateurs pour la police et la justice. Extrait à suivre du choix de France Info. Le spécialiste des questions de cybersécurité, Damien Mancal, nous rejoindra pour en parler en fin d'émission. Nos informés de ce mardi soir, Tam Tranui, bonsoir. Bonsoir Victor. Directrice adjointe de la rédaction de Public Sénat, à vos côtés Cédric Clairin. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Rédacteur en chef de l'Humanité Magazine. Christophe Jacubizine est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction des Échos, et Juan José Dorado, bonsoir. Buenas tardes. Correspondant à Paris pour différents journaux espagnols. Un nombre de titres de séjour délivrés en hausse, moins de régularisation et une légère diminution des demandes d'asile. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé aujourd'hui les chiffres de l'immigration en France pour l'an dernier. Sur les près de 385 000 premiers titres de séjour délivrés, quelques 51 000 le sont pour motif économique. C'est un recul de 13% sur un an. Explication avec Didier Lesky, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, invité de France Info. Quand vous avez des secteurs économiques qui ne vont pas très bien, malheureusement, on peut penser au bâtiment, à la construction de logements, ou actuellement, par exemple, aux faillites malheureuses dans le secteur de la restauration, eh bien, vous avez moins de demandes, si vous voulez. C'est cela qui est important. Et en ce qui concerne les saisonniers, vous avez une demande de saisonnalité agricole. Et puis, vous avez, par exemple, une baisse des demandes du côté des stations de ski, par exemple. Vous avez moins de saisonniers anglais, moitié moins, alors qu'ils viennent habituellement dans les stations de ski. Voilà, moins de demandes de la part des employeurs, chiffre publié en France, alors qu'en Espagne, le gouvernement de gauche, dirigé par le socialiste Pedro Sánchez, s'apprête à adopter un plan de régularisation des sans-papiers qui pourrait bénéficier à 500 000 personnes, afin, dit le gouvernement, de soutenir la croissance économique du pays. Juan José Dorado, c'est complètement à rebours de ce que font les autres pays, dont la France en Europe. Tout à fait, complètement à ce qu'ils font les autres pays. Mais vous avez bien compris que l'Espagne, depuis quelques années, est parmi les pays où le pays qui a les plus fortes croissances. Et cette croissance vient justement de la main-d'œuvre immigrée qui arrive en Espagne. N'oublions pas que déjà en 2024, l'Espagne a signé quand même des accords avec la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie, justement pour faire venir des travailleurs temporaires, autour de 900 000 travailleurs pour rebooster l'économie espagnole. Et c'est vrai que cet accord qui a été trouvé entre le gouvernement de Pedro Sánchez, les socialistes, et la gauche radicale des Podemos, qui n'est plus au gouvernement, va permettre en espace de 3 mois de régulariser autour de 500 000 étrangers en situation irrégulière, sachant quand même qu'aujourd'hui, l'Espagne, on calcule autour de 840 000 à peu près le nombre de travailleurs ou d'irréguliers qui sont dans le pays. Ils surprennent ces chiffres, Christophe Jacubizine, quand on regarde la situation en France? C'est vrai, en fait, tout est très politique dans le traitement de l'immigration dans les différents pays européens. Juste pour ajouter sur l'Espagne, quand même, les accords avec l'Afrique dont vous parlez sont exacts, mais 91% de l'immigration irrégulière est d'origine sud-américaine en Espagne. Donc effectivement, la très grande... Les Vénézuéliens notamment. Ouais, les Colombiens aussi, 288 000, les Péruviens 107 000, et effectivement 50 000 immigrés d'origine africaine. Et effectivement, d'abord l'Espagne va mieux, le taux de chômage est tombé en dessous de 10%, ça faisait longtemps en fait. Je vous rappelle qu'au moment du Covid, on est monté jusqu'à plus de 20% en Espagne, donc l'économie espagnole va mieux. Il y a des besoins de main-d'œuvre, il y a des secteurs, notamment le transport, la logistique, la santé aussi, où l'Espagne a besoin de main-d'œuvre. Et quand une économie va bien, elle fait appel à de la main-d'œuvre immigrée. Il y a aussi le contexte politique que vous mentionniez. D'ailleurs, on voit émerger aussi en Espagne des formations d'extrême droite qui sont très hostiles à cette régularisation massive. La différence, effectivement, avec d'autres pays, on pourra parler du Royaume-Uni, on peut parler de la France, c'est que à chaque fois, de plus en plus, ce débat est 100% politique. On est incapable d'avoir un vrai débat sur l'utilité d'une main-d'œuvre immigrée, sur les besoins des différents secteurs de l'économie. En France, il y a des besoins chez les ouvriers agricoles, dans le transport, dans la logistique. Il y a plus de chômage en France est quand même tombé à 7,4%. Donc, il y a des tensions dans certains secteurs. Et donc, et comme vous le savez, la démographie
démographie européenne n'est bonne dans aucun pays, et donc il y aura forcément besoin d'immigration dans les années qui viennent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aborder ce sujet de manière sereine et de manière un peu rationnelle. Comment c'est accueilli d'ailleurs en Espagne, Juan José Dorado, cette annonce? Alors cet accord, la partie de gauche du gouvernement, que ce soit Sumar, qui est au gouvernement aujourd'hui, que ce soit Podemos, ont négocié cet accord pendant des mois. Mais c'est vrai ce que vous disiez, parce que en fait, le problème aujourd'hui, c'est que l'Espagne, on est plutôt rationnel là-dessus. On a besoin de main-d'œuvre. Démographiquement parlant, il n'y a pas de naissances en Espagne. Et puis, c'est tout simple. Il faut aussi payer les retraites de demain. L'Espagne a besoin de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, malheureusement ou heureusement, ça va être la main-d'œuvre immigrée. Et c'est vrai aussi que 90% des immigrés illégaux aujourd'hui en Espagne, ce sont essentiellement des latino-américains. Cédric Clairin, baisse des naissances aussi en France et pourtant on n'adopte pas la même politique. Oui, c'est assez frappant de voir que de l'autre côté des Pyrénées, on a un débat complètement différent. Il y a un chiffre qui nous a tous un peu choqués, c'est effectivement le fait que les décès soient passés au-dessus des naissances. Donc on a une réalité démographique qui nous rattrape. Pendant longtemps, on se gargarisait un peu d'être le bon élève de l'Europe en termes de natalité, ce qui permettait peut-être d'avoir un autre débat sur l'immigration. Aujourd'hui, il y a une réalité qui s'impose à nous, c'est que démographiquement, on n'arrive plus à suivre. Donc l'immigration est une partie de la réponse aux problèmes d'emploi. Et d'ailleurs, si on est pragmatique, on voit bien que les résultats économiques en Espagne sont réels, et toutes les études en France, d'ailleurs, montrent que l'immigration a un impact positif sur le marché de l'emploi, sur la croissance, etc. Or, le débat public est plutôt organisé autour d'un épouvantail de l'immigré. D'ailleurs, les chiffres qui ont été révélés aujourd'hui sont le résultat des politiques menées par Gérald Darmanin et M. Retailleau, puisqu'il y a plus d'expulsions, moins de régularisation, etc. Donc ça, c'est le résultat de politiques concrètes, mais qui vont, en fait, à rebours et des besoins concrets de l'économie, mais aussi, derrière les chiffres qui ont été révélés aujourd'hui, il faut le rappeler, ce sont des hommes et des femmes avec des parcours de vie qui, aujourd'hui, sont instrumentalisés politiquement par une bonne partie de l'échiquier politique. Pam Tranui, Christophe Jacubizine disait impossible en France de parler sereinement d'immigration, et on n'en parle que par le versant politique. Oui, il faudrait pouvoir raisonner sur l'immigration, c'est-à-dire injecter de la raison dans le débat sur l'immigration. Ça avait commencé à être fait, rappelez-vous, lors du dernier projet de loi sur l'immigration. Alors, ça avait été dit hyper simplement à l'époque. D'ailleurs, c'était par Gérald Darmanin qui avait dit il faut être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, et qui faisait valoir qu'on avait notamment besoin d'une immigration de travail. Et dans ce contexte-là, on avait eu notamment la prise de parole déjà de Patrick Martin qui avait dit que d'ici 2050, on aurait besoin de réinventer notre modèle social, et on allait avoir besoin de 3,9 millions de salariés étrangers. On l'a dit, il y a notamment toutes ces raisons démographiques, on vit plus vieux, on fait moins d'enfants, il y a de moins en moins de personnes en âge de travailler, et donc on a cet absolu besoin de main-d'œuvre. Et donc je trouve que c'est particulièrement ironique de voir que ce discours qui s'est donc tenu en 2023, dans la bouche de Gérald Darmanin, s'est transformé, alors que nous sommes à peu près un an de l'élection présidentielle, avec un Gérald Darmanin qui est garde des Sceaux, mais qui semble être encore resté un petit peu ministre de l'Intérieur et sans doute candidat à 2027. On a un discours beaucoup plus radical, où il appelle désormais, on l'a entendu le week-end dernier, un moratoire complet sur l'immigration, donc complètement à rebours de positions qu'il avait dit l'actuel garde des Sceaux, ce serait de suspendre l'immigration légale. On parle de l'immigration légale pendant 2-3 ans. Pendant 2-3 ans, le temps en fait de dérégulariser, d'absorber, ensuite de mettre en place une politique de quotas. Et il a dit, exception faite pour quelques médecins, quelques chercheurs, quelques étudiants. Voilà. Donc c'est vrai qu'on se demande où est la cohérence politique par rapport à ce qu'il avait mené à l'époque. Ce qui paraît impossible en pratique, Christophe Jacubizine. Oui, mais c'est quand même intéressant ce que dit Gérald Darmanin, parce que c'est malin. C'est-à-dire qu'il y a de la politique, on gèle pendant 2-3 ans, mais on sait que la réalité va vous rattraper, et que donc on prévoit d'avoir à nouveau recours à l'immigration, mais sous la forme des quotas, une politique chère à Nicolas Sarkozy, dont s'inspire en partie Gérald Darmanin. Mais la réalité vous rattrape toujours. C'est intéressant de prendre l'exemple italien. Giorgia Meloni, depuis qu'elle est au pouvoir, elle aura régularisé 500 000 d'abord, puis 500 000 récemment,
1 million d'immigrés en situation irrégulière. Alors, c'est compliqué en Italie, il y a un système de quotas, il faut faire la queue. Ce sont les employeurs qui vont chercher les titres de séjour des migrants dont ils veulent s'offrir les services en tant que salariés. C'est compliqué, mais quand même, au total, c'est quand même 1 million de personnes qui auront été régularisées sous Giorgia Meloni, alors que c'était pas forcément le discours qu'elle avait pendant la campagne. Donc on voit bien que... blocus, on se rappelle, à l'époque, contre l'immigration. Exactement. Juan Trocet. Il y a juste le volet politique qui est très intéressant et qui est différent aussi par rapport à la France. Là, l'extrême droite, effectivement, est contre ce type de régularisation massive. De toute façon, il ne faut pas oublier que la dernière régularisation massive, c'était en 2005. Et donc, depuis, il y a eu quelques régularisations, mais jamais aussi grandes que celle-ci, des 500 000 personnes. Mais le volet politique est intéressant parce que l'opposition du parti de droite, dans les premières déclarations, elle ne s'est pas montrée contre. Elle a juste dit, c'est de la poudre aux yeux, c'est juste pour détourner l'attention des problèmes politiques du gouvernement. Mais elle n'a pas dit, parce qu'elle est consciente aussi que l'Espagne a besoin de cette main d'œuvre qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années, qui en fait est déjà là et qui pour la plupart est en train de travailler, mais sans aucune assurance et sans aucune protection. On l'a dit, 500 000 personnes en passe d'être régularisées en Espagne. Cédric Clairin, on pourrait imaginer la même chose en France ou pas du tout ? Du point de vue pragmatique, c'est-à-dire d'ailleurs qu'on se place du point de vue économique, comme pour le faire une partie de la droite, ou du point de vue humain, comme pourrait le faire une partie de la gauche, il y a une rationalité qui dit oui, aujourd'hui, il y a un besoin à divers titres de régulariser. Après, la question, c'est à un an des présidentielles et avec le débat politique tel qu'il est organisé autour de l'immigration, c'était rappelé tout à l'heure avec la position de Gérald Darmanin, mais on voit, ça nous rappelle aussi qu'il y a des choses qui ont changé dans le pays ces dernières années, qu'il y a aujourd'hui d'autres chaînes d'information en continu qui parlent de cette thématique de manière péjorative à peu près de 8h du matin à 8h du soir et que ça imprime dans l'opinion, sans qu'il y ait un débat forcément argumenté sur les apports de l'immigration. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une situation comme l'Espagne ? Évidemment, oui, s'il y avait une volonté politique. On voit bien qu'aujourd'hui, ceux qui se positionnent les uns et les autres sur cette thématique-là vont plutôt essayer de chercher à droite, comme le fait Gérald Darmanin, à tel point que, pour le volet politique, on peut se demander, sur les 2 mètres carrés politiques sur lesquels tout le monde essaye de grappiller des voix, pas sûr que ça soit très utile. Oui, c'est vrai qu'on assiste à un débat très polarisé sur des chiffres. Et ce qui m'intéresse aussi, je trouve, aujourd'hui avec ces chiffres, c'est qu'est-ce que vous leur faites dire ? Les chiffres, en tant que tels, n'ont pas, de signification. On a bien vu... je vais prendre par exemple les titres de presse. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant aujourd'hui. J'ai vu Le Figaro, qui, avec les chiffres qu'on avait aujourd'hui, titrait sur « Jamais la France n'a accueilli autant d'étrangers ». Je vais citer un très bon article des Échos qui, lui, au contraire, commence son article en mettant en avant les effets du durcissement de la circulaire Retailleau. Je rappelle cette circulaire du 23 janvier 2025 qui a durci les conditions de régularisation et l'objectif était de réduire le nombre d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Donc, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez plutôt le durcissement des régularisations ? Vous voyez plutôt les titres de séjour en hausse ? Vous voyez plutôt les chiffres sur l'immigration économique en baisse ? Comment vous l'expliquez ? Est-ce que vous l'expliquez parce qu'on a accueilli moins de personnes, parce qu'on avait moins de besoins ou parce qu'on est moins attractif ? Vous voyez, il y a toutes ces questions que ça pose et ça appelle pas du tout un débat tout noir, tout blanc, l'immigration c'est mal, etc., fermons nos frontières, c'est pas du tout ça le sujet. Mais je pense qu'il faut quand même essayer d'être assez précis dans ce qu'on raconte, de mettre les chiffres à leur juste place. Et effectivement, dans la période dans laquelle nous sommes, dans la période très politique et très polarisée dans laquelle nous sommes, malheureusement, ce genre de discussions sont assez difficiles à avoir. On évoquait cette circulaire Retailleau, Christophe Jacubizine, on se souvient qu'à l'époque, il y a un an, pas mal d'acteurs du monde économique, justement, avaient appelé à ne pas durcir outre mesure les conditions de régularisation, sous peine de voir certains secteurs péricliter. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que quand on regarde les chiffres, effectivement, alors si vous voulez ne rien comprendre aux vrais chiffres de l'immigration, vous ouvrez le rapport du ministère de l'Intérieur. Évidemment, ils mélangent tous les chiffres, on comprend rien. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un durcissement. Vous nous dites qu'il faut lire les Échos, c'est ça ? Ou d'autres journaux de qualité, ils sont tous autour de la table, mais vous voyez par exemple, on a effectivement baissé le nombre de régularisations de 10%, les expulsions ont bondi de 15%, donc il y a vraiment un durcissement indéniable, et c'est la circulaire effectivement Retailleau. En même temps, on a délivré plus de titres de séjour, mais ce sont des titres de séjour
humanitaire, ce qui n'est peut-être pas mauvaise chose, hein, on est au total à plus de 11%, mais quand vous regardez les titres de séjour pour des raisons économiques, voilà, pour le travail, hein, il y a une baisse de mémoire de 12% par rapport à l'année précédente, ce qui montre bien que les craintes des chefs d'entreprise étaient bien légitimes et justifiées. Ça s'est quand même traduit par une baisse de l'immigration économique, hein, avec des contrats de travail à la clé. Juan José Dorado. Il y a juste, sur l'aspect économique, on est tous d'accord, on a besoin des main-d'œuvre, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne, etc., etc. Mais il faut regarder aussi les chiffres. Comme vous voyez que le pourcentage d'étrangers en France par rapport à la population est inférieur à la moyenne de l'Union européenne, vous savez, l'Espagne double le nombre d'étrangers en pourcentage par rapport à la population. On est à pratiquement 17% de la population espagnole aujourd'hui est étrangère. En France, je crois, on était à 8, 9, 10%. Donc on est vraiment au-dessus de la France. Après, le problème qui se pose, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème d'intégration. Mais ça, c'est autre chose, et ça, c'est là où les politiques doivent faire son travail, ce qui a été fait dans d'autres pays, plus ou moins bien, mais en France, ça reste à faire. Sur le plan politique, justement, Tam Tranu, on a assisté aujourd'hui déjà à une passe d'armes après la publication de ces chiffres entre le Rassemblement national et Bruno Retailleau, le parti de Jordan Bardella qui a tenu l'ancien ministre de l'Intérieur responsable de la hausse de ces 11% de plus de titres de séjour. On a dit que ça va être un des sujets de la présidentielle l'an prochain. Est-ce que c'est un sujet pour les municipales aussi qui arrivent ? Pour les municipales, je sais pas si ce genre de sujets sont si fondamentaux. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'enjeux locaux, mais c'est vrai qu'on voit que, en plus des enjeux locaux, aujourd'hui, on est dans un moment de nationalisation des enjeux. Il y a des inquiétudes même internationales. Il y a le sujet du budget. Donc, sans doute qu'on peut tenter, en tout cas, d'inscrire politiquement ce sujet de l'immigration au sein des élections municipales. Mais bon, sincèrement, je suis pas sûre que soit ça le premier critère que regardent les Français quand ils votent pour réellement pour leur maire. Mais oui, on l'a dit, hein, c'est un sujet politiquement qui va enflammer. D'ailleurs, nous, on a essayé de demander beaucoup de réactions sur ces chiffres, notamment au groupe LR, à Bruno Retailleau, qui est redevenu sénateur aujourd'hui. Pour l'instant, c'était difficile d'avoir une réaction de leur part. Ils voulaient d'ailleurs voir les chiffres de plus près, parce que c'est quand même assez compliqué à analyser. Cédric Clairin, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, ces chiffres nous disent quand même, contrairement à ce que dit le Rassemblement national aujourd'hui, il y a une baisse du demande d'asile. Donc on n'est pas du tout dans le narratif qu'on entend tous les jours quand on regarde les chiffres sur l'invasion migratoire. Les chiffres, donc évidemment, c'est pris par rapport à l'année dernière, mais le niveau total d'entrée sur le territoire est à peu près stable ces dernières années, à quelques variations près. Là, on est là, comme en 2021, grosso modo. Donc, il y a pas d'augmentation de ce point de vue-là. Sur les chiffres quand même de demande d'asile, Cédric, le nombre de titres de séjour délivrés pour un motif humanitaire, il faut dire que le monde ne va pas très bien, hein, a augmenté quand même de 65%. Oui, tout à fait. Ça, mais dans cette catégorie-là, mais globalement, le nombre de demandes d'asile a baissé. Mais effectivement, mais ça, d'ailleurs, c'est une des questions qui est totalement éludée dans le débat sur l'immigration. Quand il y a des gens, là, les Afghans notamment demandent beaucoup. Les Afghans et les Ukrainiens ont beaucoup augmenté ces 2 dernières années. Oui. Donc, est-ce qu'on considère que les Afghans et les Ukrainiens aujourd'hui n'ont pas besoin de notre solidarité ? Le débat sur l'Ukraine, c'est pas seulement les armes et le militaire, c'est l'aide concrète. Les Afghans n'en parlent plus beaucoup. S'il y a une chose qu'on peut faire au moins pour eux, c'est peut-être d'accueillir des gens. C'est encore une fois des vies humaines derrière. Mais juste aussi sur ce que disait Darmanin du point de vue économique, l'arrêt de 2 ans là, on l'a essayé pendant quelques mois pendant la pandémie. Et en réalité, on s'est aperçu qu'il y a certains secteurs qui n'arrivaient plus à tourner parce qu'il n'y avait plus d'immigration. Hein, tout était fermé à ce moment-là et que ça a posé des gros problèmes et que c'est des secteurs où on ne peut pas transvaser des travailleurs français à la place. Ça ne veut pas dire que l'immigration résout tous les problèmes du marché de l'emploi. Hein. Il y a des problèmes de formation, d'orientation, etc. Mais ça veut dire qu'effectivement, l'immigration zéro, malheureusement, ça n'a pas grand sens. Un dernier mot juste pour dire qu'effectivement, on a beaucoup parlé de l'utilité de l'immigration. Mais enfin, l'immigration, évidemment, c'est pas que ça. Et puis pour la France, c'est autre chose. Enfin, on parle aussi, quand on parle par exemple d'ouvrir notre pays à des étudiants étrangers, on parle aussi de notre rayonnement, de passage de culture. On parle
parle aussi Les de étudiants, Français c'est qui les premiers, vont. pardon, mais les étudiants sont les premiers, c'est la première c'est catégorie. Première catégorie d'entrée. d'immigration. Et rappelons qu'on a aussi beaucoup d'étudiants français qui vont à l'étranger. Enfin, donc, on n'a pas le souhait, je pense, que nos enfants ne puissent pas aller à l'étranger, ce qui pourrait être le cas si vous fermiez toutes les frontières de la France aux étudiants étrangers. Voilà, est-ce que vous arrêtez Erasmus? Est-ce que vous arrêtez le secteur du tourisme, qui souvent sert quand même pour certaines personnes pour venir ensuite s'installer? Enfin, voilà, c'est aussi l'idée de tout couper et à ce moment-là de se recroqueviller sur soi-même. Ce débat, oui, Cédric, encore un mot. Juste quand on s'installe à l'étranger, on est des expatriés, alors que quand ils viennent, c'est des immigrés. Voilà, ce débat sur l'immigration en France et en Espagne, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler, dans les informés. Notre deuxième thème à présent, les États-Unis vont-ils intervenir militairement en Iran? Une flotte militaire est désormais positionnée au large du pays, avec notamment le porte-avions USS Abraham Lincoln dans le golfe Persique. Le flou domine puisque la menace d'une intervention plane toujours, mais que dans le même temps, Donald Trump dit que Téhéran est prêt au dialogue. Beaucoup d'incertitudes aussi sur le bilan de la répression de ces dernières semaines en Iran. Le photojournaliste franco-iranien Reza était ce matin l'invité de France Info. Malheureusement, le bilan, ça va être encore plus lourd. Ça dépassera certainement les 50 000 par des informations que moi je reçois, parce qu'ils sont en train de, d'une part, tuer tous les gens qui étaient arrêtés, en disant que c'était des gens qui étaient tués dans les manifestations. C'est un régime criminel, c'est un régime qui tue son peuple. Il va pas tomber par les manifestations. Ça, c'est impensable. Donc, oui, il faut une ingérence internationale, il faut une coalition internationale parce que ce peuple est comme une prison. L'Iran est une grande prison. Bonsoir David Rigolet-Rose. Bonsoir. Chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, auteur de ce livre, L'Iran pluriel, regard géopolitique, c'est aux éditions L'Harmattan. Jusqu'à 50 000 morts, dit Reza sur notre antenne, encore plus que le nombre de victimes annoncées par de hauts responsables du ministère iranien de la Santé, qui avance le chiffre de 30 000, plus aussi que les estimations de la plupart des ONG. Comment savoir ce qu'il en est aujourd'hui réellement ? Ce qui est sûr, c'est que ça a été sous-évalué depuis le début, tout simplement parce qu'on n'avait pas accès, on n'avait pas les données. Internet était coupé, et donc il n'y avait pas la possibilité de faire remonter les données des 2 jours, 8 et 9 janvier, du massacre à huis clos qui s'est produit. Donc effectivement, il y a la face émergée de l'iceberg. On commence à prendre la mesure de l'ampleur de ce qui s'est passé, ce qui est terrifiant. C'est probablement sans précédent en matière de répression de manifestations, même plus que la place Tiananmen. Ça pourrait se rapprocher de ce qui s'était passé en Syrie avec le massacre de Hama en 1982. Donc c'est sans précédent et évidemment c'est pas l'épilogue. Même si la répression sanglante a fait son œuvre, hélas, en terrorisant la population, la messe est dite pour le régime iranien. Il pourra pas tenir dans ces conditions de toute façon, parce que aujourd'hui, dans la tête des Iraniens, c'est fini. David Rigolet-Rose, vous restez bien sûr avec nous. Christophe Jakubizine, un régime iranien extrêmement affaibli, il ne l'a sans doute jamais été à ce moment-là. Affaibli, mais si on en croit les témoignages, et la plupart sont effectivement réels, s'il y a eu entre 30 000 et 50 000 opposants qui ont été tués, exterminés, que des procédés absolument terrifiants d'armes automatiques depuis le toit des immeubles ou d'armes de guerre, depuis le toit des mosquées, ça réduit beaucoup. D'abord, ce sont des gens les plus militants qui sont dans la rue, et donc vous en tuez 50 000, vous vous rendez compte dans quel état est le pays. Il y a des Iraniens qui racontent en fait ils sont en situation de survie aujourd'hui en fait après avoir perdu 50 000 de leurs concitoyens. Donc je pense qu'on a affaire effectivement, c'est pas un régime politique, c'est une sorte de mafia oligarchique et après, on va sans doute discuter de la capacité des Américains ou d'une force intérieure d'intervenir. C'est aussi très compliqué parce que vous visez quoi? Vous allez tirer sur quoi? L'armada américaine, elle va viser quel type de bâtiments, de responsables politiques? C'est quand même effectivement, on a longtemps cru qu'à un moment donné, on aurait une résistance du peuple iranien qu'on a eue, mais on ne s'attendait pas à la violence de la répression politique. David Rigolet-Rose, effectivement, il y a cette incertitude autour de ce que vont décider les États-Unis, intervention militaire ou discussion. Est-ce que les Iraniens, dans leur majorité, souhaitent aujourd'hui une intervention des États-Unis? Alors, les Iraniens sont désespérés. Ils sont dans une situation de sidération, de tétanie. Et effectivement, un certain nombre d'entre eux, mais c'est très difficile d'évaluer parce que
y a la variable du nationalisme iranien qui est à prendre en compte dans tous les cas de figure. Elle s'était déjà manifestée lors de la guerre des 12 jours l'été dernier. Certains Iraniens qui ont le régime qui vouent aux gémonies le régime actuel, sont réticents quand même. Mais en même temps, la situation est une telle impasse qu'effectivement, il y a une multiplication semble-t-il, de demandes d'une ingérence extérieure pour aider à faire chuter le régime, qui de toute façon ne tombera pas uniquement avec une ingérence extérieure. La solution de toute façon ne pourra venir que de l'intérieur, ce qui n'exclut pas une aide extérieure, effectivement, sous diverses formes, mais la solution de toute façon ne pourra venir que de l'intérieur, avec un grand point d'interrogation, effectivement, compte tenu de l'outil répressif que n'a pas manqué d'utiliser le régime en place. Juan José Dorado, dans ces conditions, à quoi servirait une intervention américaine? Mais on se pose la question, parce qu'une intervention américaine, pourquoi faire? Pour faire comme ils ont fait au Venezuela? C'est ça ce qu'il faut faire. C'est certainement pas la façon de faire. Après, effectivement, qui, à l'intérieur du pays, va pouvoir reprendre le flambeau? Et ça, c'est très compliqué. Ça l'est aujourd'hui au Venezuela. Imaginez en Iran, où la plupart ont été tués, sont incarcérés, et donc ce n'est pas le Shah qui va venir après 50 ans rétablir l'ordre de la démocratie du côté de l'Iran. Donc la question, effectivement, c'est à quoi ça va servir et comment nous, l'Europe notamment, va pouvoir aider l'Iran après le conflit avec l'énergie atomique. Ça devient très compliqué de pouvoir porter notre aide, parce que d'ailleurs les Américains, les Iraniens, est-ce qu'ils veulent vraiment l'aide des Américains dans ce conflit, en sachant que les Iraniens, pour la plupart, sont très anti-américains depuis 50 ans. On l'a dit, Tam Tranui, attaque ou pas des Américains, il y a en tout cas cette flotte qui est désormais positionnée au large de l'Iran. Oui, c'est une des plateformes navales les plus puissantes au monde, un porte-avions qui est gigantesque, avec 90 aéronefs, pétroliers ravitailleurs, des destroyers, des missiles de longue portée, etc. Un coût faramineux quand même par heure de navigation pour l'USS Abraham Lincoln. Donc c'est vrai qu'on se dit que si les États-Unis nous disent qu'effectivement il y a cette armada américaine qui est sur place, c'est quand même une pression qui a un certain coût et ça peut laisser penser effectivement à l'intervention. On va quand même rappeler ce qui s'était passé depuis plusieurs jours. On avait eu un Donald Trump qui avait d'abord encouragé les manifestants réellement à se révolter. Puis il a dit, eh bien, le régime me dit les massacres ont cessé. Et puis encore un changement de pied quand il nous a dit finalement que l'armada était en train de se rendre sur place. Donc avec Donald Trump, on n'est jamais à l'abri d'un revirement possible. Après, la question qui se pose, et on se la pose tous, c'est la question de pourquoi. Pour quel jour d'après Donald Trump, on pense bien que ce n'est pas pour instaurer un gouvernement démocratique qu'il pourrait intervenir en Iran, de même que ce qu'il a fait au Venezuela a abouti finalement à mettre la main sur le pétrole vénézuélien, mais à avoir la vice-présidente qui prenne la présidence par intérim. Et donc là, on peut penser que ça serait pour les mêmes objectifs, pétrole, influence régionale, nucléaire iranien, et pas tellement pour le bien-être de la population. La question démocratique, la question des droits de l'homme, du bien-être des Iraniens, elle semble un peu avoir disparu du discours américain, Cédric Clairin. Ah ben, des droits de l'homme iraniens, vénézuéliens et américains, même, pourrait-on dire. Hein, c'est vraiment pas la préoccupation de Donald Trump. Mais là, on est quand même dans une période très compliquée, parce que à la fois on a vu même ces derniers mois que le régime iranien était quand même très infiltré, y compris par les services secrets israéliens. Les Américains ont fait des frappes quand même assez impressionnantes l'an dernier. Donc un renseignement étranger en Iran qui paraissait être au top. Et puis là, un blackout où on ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Sur les chiffres, on est tous assez terrifiés par ce qu'on entrevoit, mais on est très embêtés pour savoir exactement ce qui se passe. Et ça traduit aussi une hésitation stratégique de la part de Trump, qui, à la région, c'est assez compliqué, effectivement. Est-ce que les États-Unis ont vraiment intérêt à faire tomber le régime iranien? Est-ce que les voisins iraniens ont intérêt à faire tomber le régime iranien? C'est pas sûr non plus. Donc, on est face à un régime qui tape très fort, et en face, les États-Unis sont un acteur, mais la communauté internationale, on y reviendra peut-être, qui pour l'instant est presque muette face à tout ça. Et on poursuit la discussion, le débat dans un instant, 20h32 sur France Info.
La suite des informés dans un instant. D'abord l'info, Stéphane Milhomme. Et c'est maintenant au Sénat de se prononcer, mais le budget 2026 est bel et bien adopté ce soir par l'Assemblée nationale avec le rejet des 2 nouvelles motions de censure déposées par le Rassemblement national et avant lui la gauche sans les socialistes. Pour cette dernière, ça s'est même joué à 21 voix près. Et maintenant, jeudi, ce sera donc aux sénateurs de voter. Le Premier ministre devrait engager le lendemain la responsabilité de son gouvernement pour la 3e fois. C'est quelque part en lien avec le budget. Le bénéfice net du groupe LVMH baisse de 13% en 2025. Il s'établit à 10 milliards 900 millions d'euros, mais ces résultats du groupe de luxe sont affectés notamment par la surtaxe sur les entreprises, surtaxe exceptionnelle imposée aux grands groupes au nom du redressement des finances publiques français, baisse également sur les ventes de vins et spiritueux. Le jugement attendu ce soir à Paris dans le procès de Joël Guerriau. L'accusation a requis cet après-midi une peine de 4 ans de prison, dont 3 ans ferme à l'encontre de l'ancien sénateur pour avoir drogué la députée Sandrine Josso en vue de la violer. Israël frappera l'Iran avec une force jamais vue en cas d'attaque de Téhéran. C'est Benyamin Netanyahou, soutien des États-Unis, qui l'annonce ce soir. Un responsable des gardiens de la révolution menace, lui, l'Iran considérera les pays voisins comme hostiles si leur territoire est utilisé pour des frappes, alors que le porte-avions américain Abraham Lincoln est depuis hier dans le golfe Persique, laissant croire à une réplique américaine face à cette répression en Iran. La campagne de vaccination en France contre la grippe et le Covid-19 est prolongée jusqu'au 28 février. Décision de la Direction générale de la santé. Devant ce constat, les 2 virus continuent de circuler dans l'Hexagone comme les Outre-mer. Et depuis la rentrée du mois de janvier, l'an dernier, la grippe a tué 17 600 personnes en France. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet. Avec ce soir, Tam Tranui, directrice adjointe de la rédaction de Public Sénat, Cédric Clairin, rédacteur en chef de l'Humanité Magazine, Christophe Jacubizine, directeur de la rédaction des Échos, Juan José Dorado, correspondant à Paris pour différents journaux espagnols, et toujours avec nous également David Rigoleros, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Cette question, les États-Unis vont-ils intervenir militairement en Iran? On entendait tout à l'heure le photoreporter franco-iranien Reza parler d'ingérence internationale et de coopération. Peut-on imaginer une autre puissance que les Américains intervenir en Iran? Qu'en est-il aussi du droit ou du devoir d'ingérence? Il n'est plus à la mode, c'est ce que dit sur France Info le géopolitologue Dominique Moisy. Il l'était à la fin des années 90, au tout début des années 2000, parce qu'il y avait eu, bien entendu, les terribles massacres dans l'Afrique des Grands Lacs, et on avait reproché à la communauté internationale d'être intervenue trop tard et trop peu. Il y avait eu le massacre de Srebrenica pendant la guerre des Balkans, et puis il y a la tragédie du 11 septembre 2001. Donc il y a cette idée, il faut réparer les fautes commises, il faut intervenir, mais on voit que l'intervention en Afghanistan d'abord, en Irak ensuite, donne des résultats pour le moins incertains. David Rigoleros, vous partagez cette analyse sur le droit ou le devoir d'ingérence? Oui, il y a une séquence qui s'est close sur même si le principe du R2P, c'est-à-dire Restore to Protect, a pu être encadré au niveau onusien de manière plus ou moins formalisée. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de réticences, et puis on a changé le monde avec Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Donc l'idée même d'ingérence intérieure sur des critères humanitaires aujourd'hui paraît dépassée par rapport aux prérogatives stratégiques que s'assignent les nouvelles puissances. En revanche, ça exclut pas des ingérences tout court. Alors sur des critères effectivement qui peuvent combiner un certain nombre de choses avec là, en l'occurrence, une situation très particulière dans le cas de l'Iran, parce que c'est un élément central de l'équilibre régional, voire mondial, justement, parce qu'il y a la question nucléaire, la question du traité de non-prolifération qui est en toile de fond. Et donc, dans le cas, effectivement, de l'exécutif américain, on a vu qu'il y avait des hésitations
parce que Donald Trump n'a pas été élu de toute façon pour relancer des guerres. Il a dit qu'il était au contraire le président qui sortait les États-Unis des guerres. Mais en même temps, les États-Unis sont une puissance mondiale essentielle et qui ne peut pas se permettre de s'extraire des enjeux stratégiques. Et en l'occurrence, l'Iran en fait partie, sans parler du fait qu'il y a un passif particulier entre Téhéran et Washington depuis la révolution de 1979. Donc pour l'instant, effectivement, on a le sentiment d'une temporisation, mais qui est de façade, parce que l'armada qui a été envoyée, c'est pas pour faire des ronds dans l'eau, compte tenu du coût financier et de ce qu'implique effectivement la mise en place d'un tel dispositif qui est probablement sans précédent depuis 2003, c'est-à-dire l'invasion de l'Irak. Donc il y aura quelque chose, mais effectivement Donald Trump n'est pas pour un changement de régime sur le modèle de l'Irak de 2003, certainement pas. Son principe, c'est no boots on the ground, pas de troupes au sol. Mais à partir de cette ligne rouge, il y a plusieurs options qui peuvent s'ouvrir pour lui. Christophe Jacubizine, vous pensez qu'à terme, forcément, les Américains vont attaquer militairement l'Iran ? C'est difficile à dire parce qu'on le disait tout à l'heure, quelle cible ? Déjà, ils sont intervenus il y a quelques mois. On peut imaginer des frappes ciblées, c'est ce qui s'était passé pendant son premier mandat en Syrie, en Irak. Exactement. Puis il y a eu des frappes ciblées il y a quelques mois pour atteindre le dispositif nucléaire de l'Iran, frappe dont on ne connaît pas exactement le degré de succès sur la destruction du stock, notamment d'uranium enrichi iranien. Donc là, effectivement, on imagine que en plus, comme on connaît un peu Donald Trump, il a eu un premier succès, comme en tout cas l'opération d'exfiltration de Maduro ayant réussi. On peut imaginer qu'il soit tenté d'utiliser une partie de la force déployée, notamment dans le Golfe Persique, pour frapper l'Iran. Mais il faut faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Je pense que les mollahs sont suffisamment voilà, parce que ce qu'on a vu au Venezuela, c'est qu'il y avait des complicités internes, peut-être même très proche du président Maduro, et que finalement la passation de pouvoir avec la vice-présidente s'est fait de manière curieusement très facile. Donc là, il faut voir si les Américains et les Israéliens, parce qu'ils sont très infiltrés en Iran, ont pu peut-être réussir à retourner certains dirigeants iraniens. Et dans ce cas-là, on aurait une opération qui pourrait ressembler à l'opération vénézuélienne, c'est-à-dire d'avoir identifié des cibles potentielles grâce à des complicités au sein du régime iranien et d'avoir assuré une forme de transition interne au système iranien. Je vois que ça, parce que les cibles militaires, elles ont déjà été, ou alors à moins une deuxième salle, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été visées la première fois, mais on ne peut pas exclure des complicités au sein du régime, même si le régime, on l'a vu, est extrêmement bien protégé. Juan Trocé Dorado, il n'y a que les Américains qui peuvent aller frapper en Iran. On peut imaginer d'autres pays. On entendait Reza tout à l'heure parler de coopération internationale. On peut imaginer que d'autres pays y aillent. On peut l'imaginer, mais je vois mal, au-delà des États-Unis, voire Israël, d'autres pays qui vont s'embarquer dans cette histoire, sachant que un certain nombre des pays, comme les Émirats Arabes Unis, ont des doutes sur le fait de pouvoir attaquer l'Iran. On est d'accord pour Israël, qui serait tout à fait d'accord pour le faire, mais je vois mal les Européens s'embarquer dans une histoire dont on ne connaît pas le lendemain. Et ça, c'est essentiel pour les Européens. Et puis, qu'est-ce qu'on fait du droit international ? Parce qu'on parle du droit d'ingérence, mais qu'est-ce qu'on fait du droit international ? Ce droit international qu'on a dénoncé par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie et l'invasion. Pour Donald Trump, il l'a dit il y a quelque temps. Oui, pour lui, mais pour nous, les Européens, les restes des pays occidentaux, qu'est-ce qu'on fait de ce droit européen ? Alors là, il y a un petit bémol quand même, c'est que ce à quoi on a assisté sur la répression iranienne depuis le mois de janvier, on a parlé de droit d'ingérence, on s'est interrogé, est-ce qu'on était lâche alors qu'on ne l'était pas il y a quelques années ? Il y a une petite fenêtre de tir, j'ai envie de dire, morale, juridique pour Donald Trump, parce qu'effectivement, personne ne lui reprocherait d'intervenir contre un régime qui a massacré son peuple. Personne ne lui reprocherait, peut-être formellement, mais ça pose une énorme question. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Parce que si on laisse systématiquement, dès qu'il y a un problème, Donald Trump décider s'il faut intervenir, pas intervenir à les modalités, on a quand même un énorme problème. Oui, mais il y a 10 minutes, on se disait aussi on se sentait quand même assez mal à l'aise sur le fait de rester impuissant face à ce qui s'est passé. Entre l'impuissance, parce que ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la communauté internationale, l'Europe, etc., semble avoir accepté les règles de Donald Trump, c'est-à-dire lui décide qu'est-ce qu'on va faire, etc. Dans un cas comme ça, il y a 10 ans, il y aurait eu réunion de l'ONU, discussion, négociation avec la Russie, par exemple, qui est un allié de l'Iran. Quelles sanctions, peut-être même, soyons force d'interposition, etc. Il y aurait des choses sur la table, des discussions, etc. Aujourd'hui,
Rien. Il y a pas. C'est pas le nouvel ordre mondial, effectivement. Il n'y a pas. L'ONU et Trump d'ailleurs jouent avec ça. C'est moi qui vais décider, et donc je ne joue plus le jeu de. Et c'est là que l'Europe aurait un rôle à jouer pour dire non, il faut que les institutions internationales jouent leur rôle. Peut-être que ça n'aboutira pas forcément sur quelque chose de très concret, mais peut-être que si, parce qu'il y a des leviers. L'Iran, ils sont quand même pas dans une position très, très forte par rapport à il y a quelques années. Leur principal soutien, encore une fois, la Russie, n'est pas non plus dans une forme éblouissante. Donc il y a quand même des leviers politiques et économiques qui aujourd'hui ne semblent pas être actionnés, en tout cas pas au grand jour. Deux sujets. D'une part, le droit d'ingérence, ça reste quand même un droit plus que controversé, sans fondement en matière de droit international, avec l'idée quand même que derrière un prétexte humanitaire, on le verrait avec Donald Trump sans doute, il peut y avoir des motivations politiques, impérialistes, économiques, etc. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que au niveau du débat européen, j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt sur le sujet des sanctions et pas sur le sujet de l'intervention. Il y a des grandes discussions qui gagnent du terrain dans l'Union européenne sur le fait d'inscrire les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. Et déjà, ça serait quand même quelque chose si on arrivait à se mettre d'accord là-dessus. Rappelons tout de même que la France, là-dessus, n'est pas d'accord pour l'instant avec cette inscription. C'est aussi lié à notre situation actuelle avec deux otages, Cécile Kohler et Jacques Paris, qui certes sont à l'ambassade à Téhéran, mais ne sont pas revenus sur le territoire français. Donc on a senti notamment du côté de la France une certaine prudence. Et la semaine dernière, d'ailleurs, au Sénat, il y a eu toute une séance de questions au gouvernement avec des parlementaires de tous les groupes qui ont appelé à y aller quand même beaucoup plus franchement et à estimer que la position de la France était trop faible, mais qui ont été finalement cantonnés à des actions plutôt symboliques, notamment déroulant une banderole pour dire que la France et que les parlementaires français sont tout à fait solidaires avec le peuple iranien, mais c'est vrai que ça paraît assez faiblard dans les circonstances actuelles. David Rigolero, sur l'éventualité de discussion, on l'a dit, le contact n'est pas rompu entre Washington et Téhéran. Sur quoi elles pourraient porter les négociations ? Le problème, c'est qu'effectivement, dans l'affichage, Donald Trump fait mention d'ailleurs de contacts qui ont été maintenus et que l'Iran souhaiterait négocier. Et donc lui, sa position de base, c'est la diplomatie par la force. Et donc effectivement, que le dispositif américain, c'est dans le dessein de faire pression sur effectivement les autorités iraniennes avec un objectif déclaré, mais c'est sous la forme d'un ultimatum, c'est-à-dire premièrement renoncer à l'enrichissement sur le sol iranien et faire sortir les 450 kilos enrichis à 60%, revenir sur le soutien aux proxies régionaux. Et donc, c'est perçu de toute façon par l'Iran comme inaudible. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas très bien comment on pourra faire l'économie d'une confrontation parce qu'aucune des deux parties n'est prête à reculer. Et donc, dans un premier temps, il est vraisemblable qu'il n'y a pas forcément imminence de frappe, sauf si ça a été planifié déjà, mais il peut y avoir une logique de blocus pour étouffer, parce que le président Donald Trump n'est pas sur une logique classique de régime change avec occupation du pays, il est plutôt dans une logique une modalité de régime collapse, c'est-à-dire faire que le régime s'effondre, implose de l'intérieur, avec éventuellement un coup de pouce, entre guillemets, externe. Mais justement pour éviter d'avoir à mettre le doigt dans un engrenage. Mais de toute façon, effectivement, il y a l'idée de faire céder Téhéran. Or, le régime iranien ne peut pas céder, parce que c'est dans son ADN. Encore un mot, David Rigolero, assez rapide, si vous le voulez bien. Il y a une solidarité régionale qui peut surprendre. Ce soir, le président iranien dit s'être entretenu au téléphone avec le prince héritier saoudien, l'Iran, qui avertit, je cite, de l'instabilité causée par les menaces américaines. Cela veut dire quoi en clair? Si on tombe, on ne tombe pas tout seul? Oui, de toute façon, ça a été dit de manière très, très explicite. Il y a des bases américaines dans beaucoup de pays, des pétromonarchies. Elles ont été désignées comme des cibles légitimes en cas d'une agression, justement, contre l'Iran. Et le message a été reçu 5 sur 5. Ça explique d'ailleurs que les Saoudiens, les Qataris sont allés à Washington pour, justement, il y a une dizaine de jours, pour demander de suspendre une éventuelle frappe. Mais d'une certaine manière, ça sera reculé pour mieux sauter, dans la mesure où on ne voit pas très bien quelle transaction, au sens trumpien du terme, pourrait être effective.
Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'avoir été avec nous ce soir dans Les Informés, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et auteur de ce livre, L'Iran, pluriel regard géopolitique, chez l'Harmattan. Notre troisième et dernier sujet ce soir dans Les Informés, quand des créateurs de contenu sur Internet traquent des pédophiles présumés en ligne en se faisant passer pour des adolescentes grâce à l'intelligence artificielle. C'est le choix de France Info, une enquête inédite de Farid Anwar, notre journaliste. Premier extrait de ce reportage long format, un chasseur de pédophiles présumés qui explique le profil de l'adolescente de 14 ans qu'il a créé en ayant recours à l'intelligence artificielle. C'est une fille qui a redoublé à l'école, qui manque de confiance en elle, un profil qui peut être manipulable en somme pour un prédateur qui verrait là quelqu'un de fragile. Alors généralement, je la génère toujours dans sa chambre, qui peut être un petit peu en désordre. On y voit directement donc Linda en pull avec un léger sourire. Avec un petit plaid rose. Exactement, avec un petit plaid rose. C'est assez bluffant. Alors voilà pour le profil. Place ensuite à la pratique. Mr Fox, c'est le pseudo de ce streamer qui a donc piégé un pédophile présumé. Farid Anwar nous raconte. On y voit Monsieur Fox sur une partie de l'écran, sur l'autre, le prédateur qui pense donc parler avec une jeune fille de 14 ans. Il n'y a plus qu'une voix. Attention, certains extraits sont crus. À quel âge? 37. Moi j'ai 14. Tu portes quoi sous ton haut? En dessous? Mais il n'y a rien de fou à voir, hein. J'adorerais voir. Je peux te poser une question perso? Oui. Oui. Est-ce que ça t'arrive de te caresser? Oula. Oula. Non. Moi j'adore le sexe. Ben moi j'ai jamais rien fait donc je sais pas. Justement, c'est pour ça que... Ça veut dire que si toi tu serais open genre avec une fille de mon âge. Oui. Voilà le tracker qui va ensuite prévenir la plateforme de signalement officielle Pharos. Problème, ces enquêtes individuelles compliquent le travail des policiers. C'est ce qu'explique toujours dans cette enquête Aurélie Besançon, la chef de l'office mineur de la police judiciaire. Le système légal français est strict et encadré et il prévoit l'impossibilité de provoquer à l'infraction. Ce que risquent ces chasseurs de pédocriminels qui ne sont pas évidemment formés pour ce faire, comme les policiers et les gendarmes. Le fait de converser avec des pédocriminels pour un citoyen n'est pas prévu dans les textes et court le risque d'alerter ces mêmes pédocriminels. Aurélie Besançon, chef de l'office mineur de la police judiciaire. Le choix de France Info, l'enquête de Farid Anwar, à retrouver en intégralité sur franceinfo.fr. Bonsoir Damien Bancal. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de cybersécurité, fondateur du site zataz.com. Quel regard est-ce que vous portez sur ces traqueurs de prédateurs sexuels en ligne? Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on met lanceurs d'alerte et en même temps réseaux sociaux et streaming. Je m'explique. C'est des gens qui font du contenu. C'est un contenu qui attire, donc qui attire la publicité, qui attire les abonnés. Et donc, du coup, ça incite et ça oblige à fabriquer du contenu sur « je vais chasser », parce qu'il y a certains qui utilisent vraiment ce terme-là, « je vais chasser des pédopornographes, en tout cas présumés ». Et donc, du coup, ça peut tomber sur des travers qui, moi, très honnêtement, ça m'inquiète. C'est pas une nouveauté. Pourquoi ça vous inquiète? Parce que maintenant... ça m'inquiète parce que justement, ça va perturber nos gendarmes, ça va perturber nos policiers parce que ils peuvent, eux, faire des infiltrations, ils peuvent travailler sur un sujet qui est justement cibler un pédopornographe, c'est potentiellement aussi s'intéresser à une équipe autour de ce genre de monstruosité, des gens qui produisent, qui vendent, qui achètent, des plateformes. Il y a quelques semaines, une plateforme avec plus d'1,5 million de personnes consommant ce genre d'immondices a pu être stoppée grâce à des infiltrations. Donc, que des gens jouent, pardon du terme, un peu à Zorro, connaissant pas la loi, connaissant pas aussi les dangers que ça va mettre en place pour nos autorités qui sont en train de travailler sur le sujet, c'est là où c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Avec parfois des dérives, une monétisation aussi finalement de cette traque pour ceux qui se présentent comme des justiciers. Ça a été le cas en Espagne, Juan José Torrado? Oui, c'est le cas aujourd'hui en Espagne. Il y a un youtubeur, parce que moi j'ai du mal à l'appeler lanceur d'alerte, effectivement, qui va à la recherche des pédocriminels et puis qui va les enregistrer, qui va parler avec eux et qui va monétiser ça sur sa chaîne YouTube. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à appeler ça des lanceurs d'alerte, en sachant aussi que l'Espagne a une loi depuis 2023 sur les lanceurs d'alerte pour les protéger. Et en fait, ce type d'action qui va gêner effectivement les forces de l'ordre va aussi gêner tous ceux qui sont vraiment des lanceurs d'alerte, même s'ils ne cherchent pas effectivement des pédocriminels. Mais c'est un danger qui est réel aujourd'hui. Damien Bancal, il faut les voir effectivement plus comme des lanceurs d'alerte ou comme des électrons libres qui agissent pour eux-mêmes? Ah non, il a complètement raison, votre invité. Non, on a affaire à des électrons libres. On peut comprendre qu'on veuille aider les autorités. On peut comprendre
que le lanceur d'alerte va aider la société, mais pas pour cette situation-là. Alors, je me permets d'en parler. Ça fait 30 ans que je suis, entre guillemets, plus un cyber-citoyen qu'un lanceur d'alerte. J'ai aidé plus de 100 000 entreprises francophones bénévolement à leur indiquer qu'il y avait des problématiques face à des pirates informatiques. Mais là, on parle de choses beaucoup plus graves encore, d'autant plus que le fait de s'appliquer et d'infiltrer sous cette forme-là, et encore, on peut vraiment mettre des parenthèses sur cette infiltration, un pédophile va être alerté. D'autant plus qu'on a certaines vidéos, certains rendez-vous où clairement, ensuite, on dit « Ah ben voilà, on sait qui tu es, on sait où tu habites ». Non, ça veut dire qu'il va tout effacer, il va tout détruire, il va disparaître. Non, il faut le faire avec réflexion. Et pareil, en France aussi, on a des lois sur les lanceurs d'alerte. Là, on n'a clairement pas affaire à des lanceurs d'alerte. On a des gens qui ont pris une situation sociétale et ils font des vidéos parce que ça se monétise. Tam Tranuy. Oui, en revanche, ce qui pose toujours la question des moyens des autorités policières et judiciaires pour combattre les pédophiles sur Internet avec effectivement un dark web que l'on voit comme une espèce de puissant fond de pédophiles, et on se dit que on a quand même un véritable problème de moyens. On voit aussi un certain nombre d'associations, par exemple, qui tentent de faire ce genre de choses, alors sans sujet de rémunération, qui effectivement tentent d'appâter un certain nombre de pédophiles. Donc moi, ma question, la question que je pose là pour le coup, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative lorsque ça n'émane pas pour le coup de youtubeurs, mais on voit un certain nombre de aujourd'hui réseaux citoyens, militants qui s'organisent, parfois même en arrivant à se coordonner avec certaines gendarmeries, et même on entend un certain nombre de services de police qui s'interrogent sur faudrait-il justement les former pour justement ne pas entraver la marche de la justice et par exemple entraver certaines preuves. Ce qu'on a vu notamment en Angleterre ces dernières années avec des sortes de milices citoyennes qui allaient directement dans les maisons. Il y avait plusieurs reportages qui ont été consacrés à ce phénomène pour dénoncer, montrer le fameux name and shame, tous ces prédateurs. Damien Bancal. Alors, question très pertinente, mais il faut savoir qu'en France, quelqu'un qui veut aider les autorités, il peut devenir réserviste. Que ça soit réserviste de la gendarmerie nationale, que ça soit réserviste auprès de la police nationale, l'OFAC ou alors le C3N de la gendarmerie nationale font appel à des réservistes. On veut aider sa société, on veut aider la société, on veut aider son pays. Eh bien, il y a des structures clairement formées, éduquées, totalement licites et qui vont en plus permettre d'arrêter véritablement des gens. Voilà, on a ces structures-là. Alors, effectivement, il existe aussi des associations, mais quelqu'un qui veut aider, qui veut infiltrer, qui veut un peu jouer aux policiers ou aux gendarmes, je pense aux gendarmes du C3N ou de l'OFAC, de proposer vos services, envoyer un CV, et croyez-moi, si les autorités considèrent que vous avez ces capacités qui vont être humaines, intellectuelles, sociétales, ils vont vous recruter sans aucun problème, bien sûr. Cédric Clairin. Oui, nous aussi, l'humanité, on s'est intéressé au phénomène des autojusticiers, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de grossir dans la société autour de ça, pour le meilleur et pour le pire. Et je pense effectivement, il y a un abus de langage autour du lanceur d'alerte. Il y a une problématique de monétisation, mais il y a aussi des risques de justice. On parle en Angleterre, mais c'est arrivé l'an dernier. On a plusieurs personnes qui ont été condamnées pour avoir donné rendez-vous à des pédocriminels et les avoir passés à tabac, etc. Donc là, on n'est même pas dans la dénonciation à la police, etc. On est dans la justice. De se faire justice soi-même, et puis c'est arrivé dans d'autres domaines, avec dans des quartiers des gens qui s'organisent et qui lynchent des gens pour un oui, pour un non. Donc il y a un phénomène autour de ça qui est assez inquiétant et qui mêle beaucoup de choses qui sont parfois aussi instrumentalisées politiquement. On sait qu'il y a des réseaux de droite extrême qui essayent aussi d'organiser les citoyens comme ça et font monter l'idée d'une justice qu'il faudrait faire face à une police qui ferait pas leur travail. Pour conclure le débat, Damien Bancal, est-ce que la police se sert déjà de l'intelligence artificielle, elle, dans ces cas-là, ou est-ce qu'elle peut y être formée ? Il est formé, ça paraît évident. Dans tous les cas, l'adversaire en face, qu'il soit pirate, pédophile, escroc, il utilise l'IA. Ça paraît évident que nos autorités, comme les chercheurs, comme tous citoyens, on utilise l'IA. Donc il y a de fortes chances, en tout cas, que nos autorités pourront ou doivent ou utilisent peut-être aujourd'hui une IA pour changer sa voix, changer potentiellement des images, en tout cas faire un vrai travail licite.
Merci beaucoup Damien Bancal d'avoir été avec nous, journaliste spécialiste des questions de cybersécurité et fondateur de ce site zataz.com. C'est déjà la fin de ces informés à la une de l'Humanité, Cédric Clairin. Bien, demain, numéro de l'Humanité exceptionnel, puisque vous savez que le festival d'Angoulême n'aura pas lieu cette année pour la BD, suite aux révélations de l'Humanité Magazine l'année dernière sur le management du festival. Alors demain, l'Humanité sera entièrement dessinée par des dessinatrices de la collective Girl Cut qui vont illustrer tous les sujets. Et à la une, ça sera sur l'utopie brisée du Rojava, puisqu'on n'en a pas parlé ce soir, mais à côté de l'Iran, il y a la Syrie où les Kurdes sont en train de se faire massacrer et on a des milliers de djihadistes qui sont dans la nature. À la une des Échos, Christophe Jacubizine. On est en phase avec vous parce qu'on va parler de l'Europe divisée face à l'immigration. Comment on traite l'immigration? Est-ce qu'il faut l'arrêter ou au contraire la relancer? On a parlé de tous ces pays qui ont des approches différentes, la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Et puis quand même, n'oubliez pas qu'on a beaucoup parlé du Mercosur, mais c'est drôle, on ne parle pas tellement de l'accord de libre-échange entre l'Inde et la France. C'est un accord gigantesque. L'Inde, c'est 1,4 milliard de consommateurs. L'Europe, 450 millions. Ce sont deux grandes démocraties qui font affaire. À lire dans les Échos. Merci Juan José Dorado. Merci Tam Tranui. Merci à tous ceux qui ont préparé et réalisé ces informés qui reviennent demain matin à 9h. Très bonne soirée sur France Info.